Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cours sur les sophismes. Les sophismes, on continue dans le fond notre matière sur l'argumentation. Ça fait déjà 3 semaines qu'on parle d'argumentation. La semaine dernière, on a vu l'objection et la réfutation, qui sont des formes d'arguments aussi. Et cette semaine, on va voir les sophismes, qui sont aussi des sortes d'arguments. Donc, la matière d'aujourd'hui sur les sophismes devrait vous servir à approfondir et solidifier ce que vous savez déjà au sujet de l'argumentation. Normalement, c'est un cours que je donne en 3 parties. Donc, ça se peut que cette playlist-là soit plus longue que les cours d'habitude. D'habitude, ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et quart, des fois 1 heure et 20. Là, ça se peut que je me rende à 2 heures. Je vais essayer de garder ça concis, mais je ne fais pas de promesses. Donc, on a à peu près une trentaine de sophismes à voir dans le cadre de ce cours-ci. Mais avant de parler de sophismes à proprement dit, avant de les voir, la trentaine de types d'arguments qu'on va voir dans le cadre du cours, je voudrais commencer par un petit exercice que je fais normalement avec mes étudiants en classe, mais que je vais faire aujourd'hui tout seul devant mon écran parce que c'est la vie. Donc, au début de la session, je fais passer un petit questionnaire à savoir si, voyons, si boire. Bon, ok. J'essaie de rétrécir ça, ça ne marche pas. À savoir donc quelles étaient certaines personnes certaines personnalités publiques que vous connaissiez ou pas. Et il y en a à peu près 40% parmi vous qui m'avaient dit que vous aviez déjà entendu le nom de Richard Martineau. Donc, Richard Martineau, c'est qui? C'est un chroniqueur. Et déjà, c'est un petit problème parce qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui ne savent pas faire la différence entre un chroniqueur et un journaliste. Donc, Martineau n'est pas un journaliste, c'est un chroniqueur. Donc, c'est quelqu'un qui écrit dans les journaux. C'est quelqu'un qui a aussi une émission de télévision ainsi qu'une émission de radio. Mais le but de sa job n'est pas de transmettre des informations aux gens. Le but de sa job, c'est de donner son opinion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas non plus analyste. C'est pas un spécialiste dans un domaine précis. C'est pas un politologue ou un psychologue ou un anthropologue ou un médecin qui va faire une analyse de certaines situations. C'est vraiment juste un gars qui est bon pour parler, un gars qui est bon pour écrire des affaires qui vont susciter des réactions. Et donc, si on va regarder ensemble, c'est 2 textes que Richard Martineau a écrits dans les années 2014. Ok, bon, enfin, c'est parti. 2014-2015. Et on va voir donc comment on peut analyser, si on veut, le discours que Martineau tient dans ces chroniques-là avec les outils philosophiques qu'on a développés depuis le début. Donc, cette semaine, pourquoi les filles sont-elles attirées par des mauvais garçons? Il y a une chose que je n'ai jamais compris chez le sexe opposé. Pourquoi les filles aiment-elles autant les mauvais garçons? Là, Richard Martineau a une manière d'écrire qui me gosse profondément, c'est-à-dire qu'il change de paragraphe à chaque phrase. Des fois, ses chroniques ressemblent plus à des poèmes qu'à des chroniques, mais bon, c'est pas ça le problème. Donc, je ne sais pas si un homme vous l'a déjà dit, les filles, mais parfois, quand on vous regarde aller, on a l'impression que la meilleure façon de vous séduire est d'agir comme la pire des racailles. Plus on a l'air bête, plus on vous plaît. Combien de filles se retrouvent avec des hommes sans cœur qui les traitent comme des traînés? Non, je ne relirai pas tout le texte là, parce que c'est pas tout le temps pertinent. C'est quoi l'affaire, les filles? Vous aimez ça quand c'est compliqué? Freud avait raison quand il disait que les femmes sont fondamentalement masochistes. Il y a un terme médical pour cette condition, la scélérophilie, l'amour des scélérats, des brutes, des voyous. Il paraît que ce malaise est très répandu chez la gente féminine. Cette fascination pour le mal peut parfois prendre des dimensions inquiétantes qui frisent la psychose. Des femmes discrètes qui s'entichent d'assassins, des hommes romantiques qui écrivent des lettres d'amour enflammées à des condamnés à mort. Tous les tueurs en série reçoivent des demandes de mariage en prison. Vous me direz que chaque torchon, même le plus crasseux et le plus dégueulasse, finit par trouver sa guenille. Reste que ce phénomène étrange est quand même hallucinant. Il y a quelques semaines, en effectuant une recherche pour un texte sur la religion, je suis tombé sur un site chrétien qui posait justement la question. Pourquoi les filles sortent-elles avec des mauvais garçons? Donc évidemment, Martineau est un chroniqueur, il écrit plusieurs fois par semaine, plusieurs textes par semaine. Et là, il faisait une recherche pour un texte sur un autre sujet, sur la religion, et il est tombé sur un billet de blog
qui posait la question. Donc, l'auteur, un spécialiste des relations entre croyants, qui a écrit un guide intitulé, tenez-vous bien, Comment mettre en pratique l'amour du Christ dans les relations amoureuses, affirme que les filles rêvent toujours de pouvoir changer leur partenaire. C'est dû à leur instinct de mère nourricière, écrit-il. Les filles considèrent les mauvais garçons comme un projet, un défi. En outre, les mauvais garçons sont souvent plus entreprenants que les bons garçons, et toutes les femmes, même les plus indépendantes, aiment qu'on les poursuive. Serait-ce la raison de cette étrange obsession, amie lectrice? Cet apôtre de l'amour biblique aurait-il raison? Les femmes rêveraient-elles toutes d'adopter un chien de ruelle afin de transformer en toutou de salon? Dans les années 60, Johnny Holiday, donc un chanteur français que votre grand-mère a peut-être écouté, a connu le succès avec un tube intitulé « Les mauvais garçons ». Les mauvais garçons, s'ils donnent des coups, ne sont pas méchants, je vous l'avoue, c'est qu'ils en ont reçu de partout et beaucoup. C'est peut-être Johnny qui a raison. Les filles aiment les brutes car elles croient que derrière chaque loup se terre une brebis meurtrie. Elles sont convaincues que plus un gars est dur, plus il est tendre. Je me demande si je ne suis pas un mec trop gentil, ai-je lu sur un site de discussion français l'autre jour. Je suis un mec sympa, j'invite des filles à dîner, au ciné, je les ramène devant chez elles me disent « Bonne nuit, à bientôt, on s'appelle ». Bref, je rentre toujours tout seul. Faut-il que je devienne un salaud? Oui, a répondu un internaute. Moi, j'ai appris à me comporter comme un macho et ça marche à tous les coups. Donc ça, c'était en gros le texte de Richard Martineau sur les bonnes filles et les mauvais garçons. Là, si on était en classe, je prendrais le temps de vous demander qu'est-ce que vous en pensez, ce que vous trouvez de ce texte-là. Malheureusement, j'ai encore seulement recours à He-Man, Robin et Daredevil pour me donner leur avis. Donc toi, Robin, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, je sais pas, là, il dit son opinion. En effet. Et est-ce que tu penses qu'il dit de manière philosophique? Ben, ouais, dans le sens où il y a des arguments. C'est vrai qu'il y a des arguments. Est-ce qu'on peut analyser ces arguments-là, si tu veux bien? Ouais, ok. Mais premièrement, Robin, toi, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Ben, je sais pas. Toi et Julien, es-tu d'accord? Très bonne question, Robin. Je vais répondre à ça plus tard. Tout d'abord, on va regarder c'est quoi les arguments, ok? Ok. Donc, c'est quoi sa thèse, premièrement, Robin? Peux-tu m'identifier c'est quoi sa thèse? Ouais. Sa thèse, c'est que les filles sont attirées par les mauvais garçons. Exactement. Et il va essayer d'expliquer, donc de démontrer, donc de justifier pourquoi est-ce que ça c'est vrai. Sur quoi est-ce qu'il se base? Tout d'abord, est-ce qu'il va citer des auteurs? Est-ce qu'il va citer des recherches? Ouais, il va citer Freud. À votre avis, est-ce que Freud est une bonne source? Non, Julien! Oh, calme-toi, He-Man. Je veux dire, il me semble que Sigmund Freud, qui est aussi un personnage que beaucoup d'entre vous m'avez dit que vous connaissez déjà, c'est quand même le père de la psychanalyse. Donc, c'est un scientifique, c'est une figure marquante de la psychologie, c'est l'inventeur de la psychanalyse. Il a développé beaucoup de théories en psychanalyse qui sont encore utilisées aujourd'hui. Même que c'est très possible que plusieurs d'entre vous voyez Freud dans votre cours de philo 2. Tu as raison, Julien. Il y a plusieurs idées de Freud qui sont encore pertinentes aujourd'hui. Mais il y a aussi plusieurs théories qui ont été réfutées avec le temps. Tu te rappelles, Julien? C'est comme ça que ça fonctionne, la science. Ah ouais, on a vu ça? Ben oui, la science, ça fonctionne à coup de théories qui sont réfutées. Certaines sont réfutées, d'autres ne le sont pas. Les théories qui ne sont pas réfutées sont encore valables. Les théories qui sont réfutées, ben, sont plus valables. OK. Puis tu me dis qu'il y a des théories de Freud qui sont encore valables, puis d'autres qui ne le sont pas. Exactement. Puis quand Freud dit que les femmes sont fondamentalement masochistes, est-ce que c'est pertinent? Non, Julien, c'est pas pertinent. C'est une théorie qui a été réfutée il y a très longtemps. OK. Donc ici, on a Richard Martineau qui se base sur une grande figure de la psychologie, mais qui utilise une théorie qui a déjà été réfutée. Ensuite, il y a un terme médical pour cette condition, la scélérophilie, l'amour des scélérats, des brutes, des voyous. J'ai fait une petite recherche Google. Ça n'a pas donné grand-chose. La scélérophilie n'est pas un terme clinique, ni en psychologie, ni en sexologie, ni en quoi que ce soit. D'ailleurs, ici, on remarque la formulation idéale. Il paraît que. Moi, des fois, ça m'arrive de prendre un verre avec mes chums,
Puis de dire des affaires de genre, ah ouais, il paraît que le miel, ça aide à guérir le rhume. Ou, ah ouais, il paraît que les filles, ça a des orgasmes plus puissants que les garçons. Il paraît que. C'est-tu correct de dire ça? Ben oui. Quand tu prends une bière avec tes chums de gars ou avec tes chums de filles, puis que t'as entendu parler de quelque chose à quelque part, puis que tu dis, il paraît que, ça marche dans une discussion ordinaire. Quand tu écris un texte dans un journal qui va être lu par des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, quand tu es un des chroniqueurs les plus lus au Québec, ce serait le fun que tu te renseignes avant d'écrire, ce serait le fun que tu fasses ta job, ce serait le fun que tu te contentes pas juste d'un « il paraît ». Bref. Après ça, évidemment, Richard Martineau va y aller avec il va invoquer le fait que tous les tueurs en série reçoivent des demandes en mariage en prison. OK. Est-ce que c'est un bon argument, à votre avis, pour soutenir la thèse que les femmes sont attirées par les mauvais garçons? Non, Julien! Wow, calme-toi, Daredevil. Ben, me semble que oui, c'est vrai que les tueurs en série reçoivent des demandes de mariage en prison. Et on peut supposer que les femmes qui écrivent ces demandes de mariage-là ont quelques petits problèmes. En effet, Daredevil. À cette heure, est-ce qu'on peut généraliser ça à l'ensemble des femmes? Non, en effet, cet argument-là me semble manquer de suffisance. Poursuivons. Donc, il y a quelques semaines, en effectuant une recherche pour un texte sur la religion, je suis tombé sur un site chrétien qui posait justement la question. L'auteur, un spécialiste de relations entre croyants, il dit « C'est dû à leur instinct de mère nourricière. Les filles considèrent le mauvais garçon comme un projet, un défi. » Bon. Ici, là, me semble que déjà Richard Martineau fait une erreur assez sérieuse. Quelle est cette erreur? Moi, je le sais, Julien, moi, je le sais. OK, c'est quoi l'erreur? Ben, c'est quelque chose que tu n'arrêtes pas de répéter à tes étudiants. Ah ouais, c'est quoi? Ben, moi, je lis ça, là, puis j'ai aucune idée de qui il parle. En effet, il nous dit « Je suis tombé sur un site chrétien. » Quel site chrétien? Ça te coûtait quoi de mettre le site en référence à la fin de ton texte? Et là, il me dit « L'auteur. » Pas de nom, pas de nom de famille, pas de pays. On ne sait pas c'est quoi sa formation. Le gars, il a-tu étudié là-dedans? On ne sait rien. On sait juste que c'est un spécialiste des relations entre croyants. Désolé de vous l'apprendre, là, mais moi, je peux aller dans mon sous-sol, ouvrir mon laptop et m'auto-proclamer spécialiste des relations entre croyants, puis écrire un blog chrétien là-dessus. C'est la raison pour laquelle, quand tu cites quelqu'un comme ça, faut que tu nommes ton auteur, faut que tu nommes ta référence, pour qu'on sache si l'expert ou le spécialiste en question a de l'allure. En l'occurrence, ça pourrait très bien être Joe Benacalotte. Et là, déjà, ce gars-là nous parle d'instinct de mère nourricière chez la femme. Donc, j'utilise des termes qui se veulent scientifiques, mais ça vaut quoi? Et à la fin, il nous cite une chanson de Johnny Holiday. Johnny Holiday a clairement connu plus de femmes que moi dans sa vie. C'était un chaud lapin. À cette heure, est-ce que ça veut dire que citer une chanson de Johnny Holiday est un argument valable dans un texte qui vise à démontrer une thèse comme quoi les femmes sont naturellement attirées par les mauvais garçons? Ben non. Excusez-moi. Donc voilà. Donc ceci n'est pas un argument valable non plus. Et finalement, un site de discussion français. Encore une fois, pas de référence. D'un gars qui se plaint qu'il ne couche pas avec les filles alors qu'il les ramène chez elle. C'est qui ce gars-là? Est-ce qu'on peut généraliser son expérience personnelle à l'ensemble des femmes? D'où c'est que ça sort? On le sait pas, tu sais. Donc là, ici, on a tout un texte argumentatif publié dans un grand journal qui vise à soutenir une thèse. Les femmes sont attirées par les mauvais garçons, mais qui repose sur des arguments qui sont franchement mauvais. Ouais, mais ça, Julien, c'est ton opinion à toi. Ça se peut qu'il y en ait qui trouvent que ces arguments-là sont bons. Ça se peut. Laissez-vous savoir quelque chose.
Vous savez, savoir mon opinion personnelle à propos de la question pourquoi les filles aiment autant les mauvais garçons ou est-ce que les filles aiment vraiment les mauvais garçons? Personnellement, moi, Julien Fecteau-Robertson, là, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est vrai que les filles sont davantage attirées par les mauvais garçons que par les bons gars. J'ai la prétention personnelle d'être plutôt un bon gars dans la vie. J'ai eu un certain succès relatif avec les filles dans ma vie. Est-ce que j'aurais plus pogné si j'avais été un salaud? Peut-être. J'espère ne jamais le savoir. Est-ce que je pense que Richard Martineau a raison? Non. Est-ce que je pense qu'il a tort? Non plus. Je le sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que les arguments qu'il a amenés pour soutenir sa thèse, eux, ne sont pas valables. Et quand je dis que ces arguments sont mauvais, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec sa thèse, j'ai pas d'opinion sur sa thèse. Par contre, en philosophie, on apprend à distinguer des arguments valables d'arguments qui ne sont pas valables. En l'occurrence, cet argument-là n'est pas valable. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous fais lire ça? Pourquoi est-ce que ça me dérange? Parce qu'on s'entend, là, une réflexion comme celle-là, comme je vous dis, j'ai déjà eu des discussions semblables à ça avec des chums autour d'une bière. Puis on a tous un mononcle Gérard qui va dire des affaires de même. Ah, les filles, vous aimez mieux les salauds que les bons gars. Le problème, c'est que Richard Martineau, c'est pas mononcle Gérard qui dit des niaiseries qui avait pris une bière de trop. Richard Martineau, c'est une des personnes qui a la plus grosse tribune au Québec. Il y a des dizaines et des centaines de personnes, des dizaines et des centaines de milliers de personnes, dis-je, qui lisent et qui écoutent ce que ce gars-là dit. D'où le fait qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait davantage de rigueur dans son argumentation. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que Richard Martineau a si peu de rigueur? Pourquoi est-ce qu'il écrit un peu n'importe quoi? Pourquoi il écrit de la bullshit? Ben, parce que ça marche, Julien. Comment ça marche, Daredevil? On vient de le voir que ce n'est pas de bons arguments. C'est peut-être pas des bons arguments d'un point de vue philosophique, mais ça sert à vendre des journaux. Les gens écoutent ce qu'ils disent. Les gens lisent ce qu'ils écrivent. C'est vrai. Les gens, quand ils lisent un texte de Richard Martineau, ils tapent la table en faisant comme « T'as bien raison, Martineau, hostie, c'est vrai, les filles aiment les salauds. » Pourquoi? Ben parce que des arguments rationnels dans la vie de tous les jours, c'est pas ce qui est le plus efficace pour convaincre des gens et aller chercher un vaste auditoire. C'est plus facile de râler de la merde comme ça pour aller chercher les gens. D'où l'importance du texte qu'on va voir tout à l'heure, pas du texte, du cours qu'on va voir tout à l'heure sur les sophismes pour arriver à reconnaître les bons arguments des mauvais. Et on va voir plus tard dans la session comment, à l'époque de la Grèce antique, on avait des gens qu'on appelait les sophistes qui, eux, leur job dans la vie, leur spécialité, c'était de développer des arguments, non pas des arguments rationnels ou valables d'un point de vue logique ou philosophique, mais des arguments punchés, efficaces pour convaincre. Ça vous tente-tu un autre texte de Richard Martineau? Oui! Ok, on y va. Les enfants-bulles. Donc, ici, c'est un texte, les enfants-bulles, c'est vous autres, ça. C'est votre génération. C'est un texte qui porte sur les safe spaces. Qu'est-ce qu'un safe space? À la base, c'est un endroit où certaines personnes marginalisées peuvent se retrouver pour discuter entre elles sans avoir à être constamment confrontées à des gens ou à des idées qui peuvent les heurter. Ça a commencé dans les années 70, si je ne m'abuse, avec des gens de la communauté noire qui voulaient se retrouver entre noirs pour discuter entre eux des problèmes qu'ils vivaient en tant que noirs. Discuter de racisme, notamment, de pourquoi est-ce qu'ils subissaient du racisme et comment lutter contre le racisme. Fait que ça a commencé comme ça, donc avec des communautés noires. Par la suite, dans les années 70, il y a des personnes homosexuelles, LGBTQ, qui se sont rendus compte que c'était efficace comme moyen de s'organiser, puis qui ont décidé qu'eux autres aussi allaient créer leur propre safe space. Donc il y avait des locales où est-ce qu'ils se rencontraient pour discuter de leur vécu en tant que personne homosexuelle, personne trans, personne non-binaire, etc. Et là, de plus en plus, dans les universités, il y a des étudiants qui réclament qu'on mette en place des locaux où est-ce que les gens, justement, soit les personnes racisées, les personnes LGBTQ, ou juste les femmes, par exemple, qui pourraient vouloir se retrouver entre elles pour discuter du harcèlement qu'elles peuvent subir ou du sexisme qu'elles peuvent subir en tant que femmes, etc. Encore une fois, toi, Julien, qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, je le sais pas.
A priori, ça me semble une bonne idée que les personnes marginalisées puissent se retrouver entre elles pour discuter de leurs problèmes. D'un autre côté, est-ce que je trouve ça sain qu'il y ait des lieux comme ça qu'on dit interdits aux hommes, ou interdits aux blancs, ou interdits aux hétéros? Je suis pas certain de ce que j'en pense. Puis cette attitude-là qui consiste à vouloir ne pas être exposé à des idées adverses, ben moi, en tant que prof de philosophie, j'ai certaines réticences par rapport à ça. Bref, je suis mitigé par rapport à cette question-là. J'ai pas encore de thèse ou de réponse toute faite. Fait que je me suis dit, hey, pour m'aider à me faire une idée aussi, peut-être que ça me prendrait plus d'informations. Et je me suis dit, hey, je pourrais demander à Richard Martineau. Peut-être qu'il pourrait m'éclairer sur cette question-là. Donc, Martineau, il écrit un texte sur les safe spaces et ça commence ainsi. Juste comme on pensait avoir touché le fond, on découvre qu'on peut tomber encore plus bas dans le ridicule. Donc déjà, on voit qu'on va avoir affaire à un texte qui est nuancé, qui pèse le pour et le contre, qui a une certaine charité, une certaine ouverture par rapport à différents points de vue. Aux États-Unis, des étudiants d'université, je répète, d'université, pas de primaire ou de secondaire, exigent l'instauration d'espaces où ils pourraient être protégés de toute expression hostile ou choquante. Comme le papier bulle qu'on utilise pour protéger nos objets délicats lorsqu'on déménage, ces zones spéciales protégeraient chaque étudiant du méchant monde extérieur. Nous mettons cet espace à la disposition des personnes qui se sentent marginalisées et qui font face à une stigmatisation pour la couleur de leur peau, leur religion, leur statut d'immigrant ou d'étranger. Concrètement, je ne sais pas à quoi ressembleront ces espaces protégés. Faudra-t-il être membre en règle d'une minorité pour y avoir accès? Les ordinateurs seront-ils équipés d'un logiciel capable de filtrer les messages indésirables? Des policiers de la pensée, spécialement formés par des groupes de pression accrédités, feront-ils le tour de ces espaces pour surveiller ce qui s'y dit? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que les étudiants présents dans cette salle ne seront jamais confrontés à une opinion qui les choque ou les dérange. Ce sera comme un gros CPE dirigé par Justin Trudeau. Kumbaya, my lord, kumbaya. Kumbaya, my lord, kumbaya. OK. Donc, à votre avis, les amis, Richard Martineau, il est pour ou contre les safe space? Ben, il est clairement contre. OK, effectivement, c'est ça sa thèse. Sa thèse, c'est qu'il est contre. Pourquoi? Ben, parce qu'il dit que c'est ridicule, que les jeunes qui vont là-dedans, ils ne seront jamais confrontés à des idées autres, à des idées adverses, puis ils trouvent ça ridicule de vouloir les protéger à ce point-là. OK. Il me semble quand même qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce texte-là. Oui, Julien, il y a plusieurs éléments qui clochent dans ce texte-là. Ah bon, les révèle comme quoi? Juste ce passage-là. Concrètement, je ne sais pas à quoi ressembleraient ces espaces protégés. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Ce gars-là, il affirme ouvertement qu'il ne sait pas de quoi il parle, mais ça ne l'empêche pas d'avoir une opinion, par exemple. Et ça ne l'empêche pas d'écrire un texte là-dessus. Me semble que ça aurait été le fun qu'avant d'écrire un texte là-dessus, ils prennent la peine de se renseigner, ils prennent la peine de contacter des personnes concernées, des profs, des sociologues, des militants, des politologues, etc., des psychologues, des spécialistes en éducation. Non! Lui, il a juste décidé qu'il écrivait un texte d'opinion là-dessus sans s'informer davantage. Il dit ouvertement même, je ne sais pas de quoi je parle, mais j'ai une opinion, par exemple. Et on voit que cette opinion-là est absolument pas nuancée. Il n'a pas pris le temps de vraiment peser le pour et le contre. Parce que ça ne sert à rien. Lui, son but, c'est pas d'informer les gens. C'est pas d'aider les gens à se faire une opinion mieux informée, plus éclairée. Non, non, son but, lui, c'est de défendre son opinion, de répandre son opinion le plus possible. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire en philosophie. Y a-t-il un autre truc qui cloche dans ce texte-là? Oui, Julien, il me semble que déjà, quand il dit des policiers de la pensée, puis équiper les ordinateurs de logiciels, me semble que c'est un peu caricatural. Tu sais, quand il parle du méchant monde extérieur, me semble que ça rend pas justice au sujet dont il parle. Il me semble qu'il caricature, qu'il l'exagère. Absolument oui. Mais il y a un autre truc qui cloche. Ben, tu sais, quand il dit les étudiants présents dans ces salles ne seront jamais confrontés à une opinion qui les choque ou les dérange. Il me semble qu'il y a un défaut de logique là-dedans. Ah oui, Riemann, comment ça? Ben, il me semble que, premièrement, les étudiants, ils passeront pas tout leur temps dans ces espaces-là.
En effet, c'est logique, même qu'on peut supposer qu'ils vont passer la plupart du temps à l'extérieur de ces espaces-là. Puis en plus, je veux dire, mais dis-toi, He-Man, à ton avis, là, les jeunes qui vont dans ces espaces-là, pourquoi est-ce qu'ils y vont? Ben justement parce qu'ils sont tannés d'être confrontés à des opinions qui les choquent ou les dérangent. Mhm. Donc, il est faux de dire qu'ils n'y sont jamais confrontés, puisque s'ils vont dans ces locaux-là, c'est parce qu'ils sont tannés d'être confrontés à des opinions qui les choquent ou les dérangent. Donc déjà, il y a un problème de logique dans cet argument-là. Bref, ce texte-là, encore une fois, est mauvais à plusieurs égards. Mais c'est pas ça le problème. Ben, c'est pas ça le problème. Oui, c'est ça le problème. Le problème, c'est que les arguments sont mauvais. Mais ça, des chroniqueurs ou des sophistes, et là, bon, j'ai pris Martineau comme exemple parce que c'était un très bon exemple, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre... Ben, pas n'importe quel autre. Non, c'est vrai. Martineau, c'est peut-être un des pires. Mais j'aurais pu prendre plusieurs autres chroniqueurs en exemple pour illustrer mon point. Leur but à eux, c'est pas de nous apprendre quelque chose. C'est pas d'éclairer le débat. C'est pas de nous amener à avoir une opinion plus logique ou mieux informée ou mieux réfléchie. Leur but, c'est de marquer les gens, de leur donner envie de lire le texte, d'acheter le journal, d'écouter l'émission. Puis ça, ben, ça marche. Et les sophismes, ce qu'on va voir dans le cadre du cours d'aujourd'hui, ce sont des arguments qui sont invalides d'un point de vue logique, d'un point de vue scientifique, mais qui sont très efficaces quand ce qu'on cherche, c'est de convaincre les gens et de marquer les esprits. Et c'est donc ce qu'on va voir dans le cadre du cours d'aujourd'hui.